They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Toute la hype du basket US est également sur Sport en France. Vous en avez l'habitude, hein, votre rendez-vous hebdomadaire, 52 minutes de hype et de NBA avec un très gros programme encore aujourd'hui. On se lance, on va parler du français Rudy Gobert qui veut marquer un peu plus l'histoire du basket français en étant en équipe de France cet été pour l'Eurobasket. Quel entraîneur pour les Lakers la saison prochaine, hein, c'est une question qu'on va se poser bien sûr ensemble. Et le plus grand événement de basket urbain est de retour à Paris. C'est une très bonne nouvelle. Immersion ensuite au cœur de l'exposition Air Force One Louis Vuitton par Virgil Abloh dans la chronique fraîche d'Emric Parker. Et puis prise de position, conviction personnelle en NBA, est-ce que ces éléments sont compatibles? On va en parler dans le débat de la semaine. Et ils sont les deux légendes du basket français, l'un pour avoir créé l'événement de basketball urbain le plus hype de la planète, l'autre pour l'avoir incarné sur tous les terrains de France pendant près de 20 ans. Discussion de fond avec nos deux invités dans l'ITV décalé. Et pour finir, focus sur les Warriors, toujours aussi chaud en play-off. On va en faire quelques minutes bien sûr, avec un homme qui couvre les Warriors depuis plus de 10 ans pour le site Basket USA, c'est Melvin Karsanti. Salut Melo. Eh ben, écoute, salut Sylvain. Ouais, comme tu le dis, la vie est belle à San Francisco, 3-0, un match des finales. Mais je suis on ne peut plus hype aujourd'hui pour nos deux invités qui sont avec toi sur le plateau. Bon, bouge pas, on va essayer d'analyser un peu les perfs de Steph Curry et consorts, qu'on n'attendait pas aussi facile en finale de conf. On va faire ça dans quelques minutes. On va accueillir un homme qui fait sa première ici pour hype en plateau, hein. Vous suivez depuis quelques semaines maintenant tous ces sujets du côté de New York, Miami, Bronx, Brooklyn, etc. C'est Emric Parker. Salut Emric. Salut Sylvain, bonjour à tous. Ravi d'être là pour ma première. La chronique fraîche, c'est 3 minutes. Là, en 52 minutes, je vais essayer d'être encore plus frais en direct de Harlem. Ouais, on te fait confiance pour ça, on sait que tu es prêt. Il y a pas mal de choses aussi à dire avec toi sur la communauté basket US, puisque tu vis ça depuis quelques années maintenant. En plateau maintenant, j'ai l'honneur, pas d'Angelo ni de Jean-Claude, mais ils sont très bien remplacés. Ces deux légendes, j'ai eu du mal à les situer parmi la hiérarchie. On va commencer par un néo-retraité, Amarassi, l'un des plus gros CV du basket français, est avec nous. Salut Amar. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci pour l'invitation. Merci à toi, tu nous fais l'honneur d'être là. C'est notre 7e numéro et avoir un champion de ta trempe, ça fait plaisir. La NBA, ça va, ça te parle? Un petit peu. Un petit peu. Parce que tu as un joueur hype et une équipe hype. Ah oui, j'ai un joueur hype, Luka Doncic. Luka Doncic, très chaud en plus en ce moment. Et forcément Ja Morant aussi. Ja Morant aussi, ouais. Bon, la nouvelle génération qui essaie de prendre le pouvoir en NBA, ça devrait pas tarder. On accueille notre deuxième légende dans Hype, l'homme qui fait venir Jordan et Jordan Brand chaque été du côté de Paris. C'est un honneur pour nous de l'avoir, c'est Amadoun Sidibé. Salut Amadoun. Salut Sylvain, tu vas bien? Ça va et toi? Dieu merci, écoute, ça va pas trop mal. On est content de t'avoir Amadoun, on sait que le temps est compté, on sait que les préparatifs sont même lancés. Ouais. OK 54, on va en parler ensemble dans quelques minutes. Même question que pour Amara, joueur hype et franchise hype en NBA à l'heure actuelle pour toi. Moi, très Steph Curry en fait. Bring your game, not your name, c'est ça? Exactement. C'est un peu l'adage pour Stephen Curry. On en parlera bien sûr avec Melvin qui suit ça bien sûr de près. Mais si on est déjà bavard, on a une première rubrique, c'est les news hype ou pas hype. C'est parti. Alors les news dans cette émission, messieurs, on en scrute à peu près 3, on essaie de prendre tout ce qui hype un petit peu en NBA, puis on se pose la question de savoir si ça nous intéresse et on essaie de développer, d'analyser ensemble. On en a sauvé 3, comme je disais. La première concerne un Français, Rudy Gobert, qui a, comme Evan Fournier il y a quelques semaines, validé sa présence pour l'Eurobasket prochain avec l'équipe de France. C'est une très bonne nouvelle. Et on vient d'apprendre également que Rudy Gobert a été nommé dans la All NBA Defensive First Team pour la 6e fois de suite. Qu'est-ce que ça suggère quand on parle de Rudy Gobert à la fois pour l'équipe de France? Je posais la question à Amara. Est-ce qu'avec un Rudy Gobert en équipe de France cet été, on va chercher le titre? C'est une question que se pose d'ailleurs. Forcément, Rudy, depuis le départ des anciens comme Tony, Flo et Mike Gelabal, fait partie des patrons de cette équipe de France.
c'est un grand joueur qui a su faire sa place en NBA. Là, pour le coup, il vient de décrocher pour la 6e fois consécutive une place dans All Defensive Team. C'est un monstre défensivement. Il progresse aussi beaucoup offensivement. Donc, c'est un gros point d'ancrage pour l'équipe de France. C'est un accomplissement incroyable qu'il est en train de faire. Et puis, en plus, il n'est pas si vieux que ça. Il a encore pas mal d'années. 92, donc il est dans sa 29e année, 30e année. Quoi. Donc il pourrait, bon, là, il a déjà tapé un record, mais il pourrait repousser encore plus loin les limites. En le faisant, je sais pas, 8, tu parles de record, regarde, il y a ses stats, on les voit là à l'image, il y a 3 fois All-Star quand même, 6 fois donc, dans la All Defensive First Team. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est tout bénef pour le basket français, tout simplement, parce que c'est un de nos représentants et il nous représente bien. Amadoun, si la carrière de Rudy Gobert devait s'arrêter maintenant, on touche du bois, on lui souhaite d'aller le plus loin possible et de jouer le plus longtemps possible, est-ce que ce serait Hall of Fame déjà? Le Hall of Fame? Ouais. En fait, tu vois, j'ai un peu du mal maintenant à m'exprimer sur cette histoire de Hall of Fame quand tu vois que Tony Parker, il n'y est pas, en fait, tu vois. donc, tu sais, si je dois prendre donc par rapport à un comparatif général, je te dirais non. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait... Pas de titre collectif encore peut-être? Ouais, pas de titre collectif. Et puis bon, aujourd'hui, il n'a pas encore tous les éléments. Je veux dire qu'en termes individuels, franchement, il fait le boulot, le mec. Il travaille. Et puis surtout, ce que j'ai aimé quand j'ai vu chez Rudy Gobert, c'est que quand il a signé son gros contrat, il a continué à bosser. On en a vu beaucoup. Une fois que tu as signé le gros contrat, tu sais que tu es un petit peu à l'abri. Tu t'arrêtes un peu. Lui, non. Tu sens qu'il vit son basket. Tu sais qu'il est à fond. Quand il joue, tu sais qu'il se donne à fond. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs comme ça. Il fait bien ce qu'il sait faire. Et c'est ce que je respecte. Maintenant, le FM, tu sais, c'est là, comme je te dis, tu vois, Tony Parker... Tu vois, enfin, les 75, tu vois le top 75 comme ça. Tony n'y est pas. Tony n'y est pas, j'ai dit, j'ai dit quand même, ça, c'est du sable. Quels sont les critères d'élection? Pourquoi tu es dedans? Pourquoi tu n'es pas dedans? Surtout qu'il y a des joueurs qui en fait, n'ont pas fait la moitié de ce que Tony Parker a fait. Le problème est là, en fait, tu vois, non? Parce qu'en fait, s'ils avaient des critères de sélection, et puis que les 75 joueurs, entre guillemets, justifiaient qu'ils étaient devant Tony Parker par des faits, par des titres, par des chiffres, ok. Mais non, malheureusement. Melvin, Rudy Gobert, toi, tu l'as côtoyé sur le terrain de NBA. 6 fois All Defensive First Team, c'est un accomplissement. Je crois qu'il est en compagnie des Hakeem Olajuwon, des joueurs comme ça. Qu'est-ce que ça te suggère, le fait qu'il soit reconnu par ses pairs aux États-Unis? J'ai envie de dire c'est logique, on est habitué, mais c'est vrai que tu as nommé Hakeem Olajuwon. Rudy Gobert, c'est 6 sélections dans la First Team au Defensive Team. Karim Abdul-Jabbar, c'est 5. Hakeem Olajuwon, c'est 5. Ben Wallace, c'est 5. David Robinson, c'est 4. Dwight Howard, c'est 4. Donc ça remet quand même en place ce qu'est en train de faire Rudy. Et comme tu l'as dit, et comme vous l'avez dit sur le plateau, c'est un joueur qui est encore jeune. Il va sûrement finir sa carrière avec 10, 12 NBA First Team. Donc c'est quand même exceptionnel. Après, sur le point du Hall of Fame... il y sera, je veux dire, avec en plus ses titres de défenseur de l'année, il y sera sans problème. Tony Parker n'y est pas encore parce qu'il n'est pas encore éligible pour être au Hall of Fame, mais il le sera l'année prochaine. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème sur ce point-là. Mais ce qu'est en train de faire Rudy, encore une fois, pour un joueur qui n'est pas américain, c'est énorme. On enchaîne, messieurs. On va tout de suite sur la deuxième news et on va en discuter avec Emric. Ça concerne les Lakers qui cherchent leur prochain head coach. Frank Vogel a été démis de ses fonctions il y a encore quelques semaines. Et on ne connaît pas encore l'identité du nouveau coach des Lakers. Je vais vous citer 3 noms et vous allez me dire, et surtout Emric, tu vas me dire si ça te hype ou pas. Terry Stott, l'ancien coach des Blazers de Damian Lillard. Kenny Atkinson, qu'on a vu du côté de Paris il y a quelques saisons et qui est l'assistant actuel des Warriors, donc assistant de Steve Kerr, et Darwin Ham, assistant également des Milwaukee Bucks. Pas d'expérience de coach pour Darwin Ham, au contraire des 2 précédents. Emric, est-ce que parmi ces 3 noms, il y a un profil qui te hype pour tenir LeBron James et l'amener à décrocher une nouvelle bague de champion NBA? Franchement, aucun. Aucun me hype. Là, je suis vraiment surpris du choix des Lakers. LeBron, ça reste un profil qui est difficile à gérer, surtout sur sa fin de carrière où c'est un
un joueur qui a besoin quand même d'avoir un coach qui va comprendre un petit peu. Donc, Phil Jackson a pu dompter Jordan et Kobe. Et j'ai l'impression que LeBron, même si Spoelstra quand même n'est pas trailé derrière au 8, on fait le taf. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore eu cette relation avec un grand coach. Alors, quel type de coach il lui faut, Aymeric, pour le coup, là, il est en fin de carrière. Est-ce qu'il faut un mentor? Il a tellement d'expérience que maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui expliquer comment il faut jouer. Il n'a pas besoin d'un Phil Jackson, mais j'aurais préféré, par exemple, tu vois, qu'un coach comme Mark Jackson, qui est un peu pasteur, un peu révérend, qui est quand même afro-américain et qui n'a pas la langue dans sa poche. Je pense que il y aurait une meilleure connivence, il y aurait une meilleure complicité. Terry Stotts, on a vu ce que ça a donné avec les Blazers. Honnêtement, moi, je les trouve un peu fades, ces coachs. Voilà. C'est le mot que j'utiliserai. Le mot-clé, c'est fade. Et avec LeBron, il va falloir, surtout à Los Angeles, il va falloir mettre plus de paillettes pour finir sur une fin de carrière en apothéose, parce que là, les minutes comptent. Et même si LeBron cherche absolument à battre le record de points de Karim, une bague est importante pour LeBron, pour sa legacy. Et c'est pas avec ces coachs-là que je pense qu'il va y arriver. Ça reste pour moi du niveau de Vogel, de l'ancien coach des Pacers et le coach de cette année aux Lakers. C'est pas funky, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une dernière réaction d'Amadoun sur ces trois noms. Ben, quand tu fais 3 ans ici, tu fais 3 ans là, tu vas 3 ans là, ben, forcément, tu ne peux pas créer cette alchimie comme un Jordan avec un Phil Jackson ou même un Kobe avec un Phil Jackson. Tu vois, non ça, en tout cas, au moins, on en est sûr. Maintenant, je le rejoins complètement. Je veux dire, les 3 noms, ne les connaissant pas, je me suis dit, bon, non, après, ça ne justifie pas peut-être que ce n'est pas des bons coachs, hein, qu'on soit bien clair. Ouais, c'est bien d'accord, c'est une question d'alchimie, d'association. Je pense que là où il a raison, là, je l'ai entendu, c'est qu'il a besoin de quelqu'un avec une personnalité et qui est reconnu pour ça, et j'ai jamais entendu leur nom, en tout cas dans ce registre-là. Ça marche. Troisième news, Amadoun, tu vas garder la main, on va parler de ton événement. Okay. Le K54, après 2 saisons compliquées liées au Covid, retour l'année dernière, et un très 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 grand retour, gros événement, j'y étais, on a encore passé quelques minutes et quelques journées de dingue. Le K54 revient en 2022 ou pas? Oui, bien sûr. Ok, qu'est-ce que tu peux nous annoncer? Qu'est-ce que je peux... Ah non, dis-nous tout, tout le monde t'écoute, la France t'écoute. Je peux t'annoncer que je suis fâché, et quand je suis fâché, j'ai envie de faire du lourd. Okay. Voilà, tu sais, on est dans un pays qui s'appelle la France, et puis on est dans un métier en fait, là où en fait, on est tous les jours challengés aussi, tu vois. Ouais. Tu as entendu beaucoup de légendes sur K54, K54, si, ça. Après, en vrai, bon, on a vieilli avec notre événement, ça fait 17 ans maintenant que je le fais, donc ça va, j'ai un peu d'expérience, mais j'aime en fait, ce qui me fait le plus plaisir chaque année quand je fais mon événement, c'est toujours de dire, contrairement à parce que j'aime mettre les points négatifs que les gens, j'entends, dont on me parle, et puis j'ai pas peur d'en parler. Les gens me disent, ouais, mais c'était mieux avant, tu vois, non, il y avait plus d'ambiance et tout. J'ai dit, mais en fait, j'aime vous rappeler une chose, c'est que l'événement K54, c'est un événement de basket. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le niveau du basket, chaque année, est fait. Depuis 17 ans. Il n'a fait que monter. Et c'est là, en fait, là, moi, où je suis concentré. Tous les artifices qu'il y a aux côtés, c'est pour faire plaisir au public. C'est parce que j'ai voulu amener cette ambiance américaine aussi à Paris, tu comprends? Ouais. Mais la réalité, c'est que les mecs, on est là pour le basketball, c'est une compétition que les mecs prennent très au sérieux, tu vois. Donc tu nous annonces une compétition encore ah non, là, les équipes, elles sont vraiment... En fait, clairement, si tout va bien, ça sera vraiment le plus haut niveau que j'ai jamais eu en termes. Paris, centre de Paris. Sous la Tour Eiffel. Fin juin, début juillet. 8, 9, 10 juillet. Je donne même les dates aujourd'hui. C'est l'exclu. J'avais jamais donné. Voilà, comme ça. Voilà, je préfère le dire maintenant comme ça parce que c'est vrai qu'on l'a pas annoncé encore sur les réseaux et tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont fâchés des fois parce qu'ils disent ouais, mais vous nous dites tardivement, nous on doit poser nos vacances et tout ça, tu vois. Excusez-nous. 8, 9, 10 juillet. À Paris, voilà, prenez vos places. Et puis ce sera encore du lourd, j'imagine. Amadoun, ouais, et puis on est super content d'avoir ramené le côté féminin dans le K54. Oui. Voilà, depuis qu'on a ramené ça l'année dernière, écoute, hein, on va quand même... Je sais de quoi je parle. tu sais de quoi tu parles, exactement. Parce qu'il y a quelques années, c'est quand même toi qui gérait la jante féminine au niveau basket en termes de tournois sur la région parisienne. Dans tout, c'est une histoire de timing, tu vois. Et je pense qu'on a bien commencé, et surtout qu'en réalité, j'ai été vachement impressionné, même à titre personnel. À titre personnel, on va en parler dans une interview ensemble là, dans quelques minutes. Tu vas nous expliquer un petit peu ton histoire. Certains pensent effectivement que c'est facile de faire après année. On va comprendre que ça ne l'est pas dans quelques minutes. On parlait de Jordan Brand. Parlons avec toi. On va rester un petit peu dans la chaussure et on va rejoindre Aymeric, pour le coup, qui est avec nous dans la chronique fraîche. C'est parti.
Emric est là. Je vais quand même lancer la chronique, hein, Emric, et ensuite on partagera un petit peu ton expérience ensemble. Donc vous découvrez Emric, hein, celui qui nous fait les images un petit peu partout aux États-Unis sur toute la partie un peu sociale, culture, basket. On va du coup lancer un sujet autour d'une exposition Air Force One, Louis Vuitton by Virgil Abloh. C'était il y a quelques heures du côté de Brooklyn. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. La chronique fraîche aujourd'hui est à Brooklyn, baby! Et à Brooklyn, la terre de Biggie Smalls, aka Notorious B.I.G., c'est aujourd'hui la terre de Virgil Abloh, le créateur décédé en novembre dernier, a décliné en 47 designs différents la Air Force One de Nike. Et donc cette collaboration entre Louis Vuitton, la célèbre marque de luxe française au monogramme, et la célèbre marque du swoosh de Portland ont vu créer donc ces 47 designs exprès pour la marque. On y va. Les trottoirs ensoleillés, les murs de briquettes tagués, les escaliers de secours de pompiers. On est bien à New York, plus particulièrement à Brooklyn, dans le quartier de Greenpoint. Brooklyn, c'est 2,5 fois la taille de Paris, donc imagine-toi, d'accord, c'est vraiment une taille incroyable. 75 quartiers à l'intérieur de Brooklyn. Aujourd'hui à Greenpoint, je vais donc à cette petite exposition éphémère de Nike et de Louis Vuitton pour célébrer les 47 designs de notre ami Virgil Abloh, le créateur récemment décédé. Et ces 47 designs mettent en avant vraiment les 40 ans de la chaussure. Cette chaussure, imagine-toi, elle a été inventée en 1982, donc un design toujours très présent et très contemporain. C'est une chaussure très new-yorkaise, très appréciée à Harlem. D'ailleurs, le surnom qu'on lui donne ici à New York, c'est Uptown, puisque c'est le nord de la ville, comme Harlem. C'est une chaussure vraiment qui a révolutionné, puisque c'était la première fois qu'il y avait une bulle d'air à l'intérieur d'une chaussure de basket. Et vraiment, en 1982, il y a 40 ans déjà, ça a révolutionné le game. Un entrepôt désaffecté, tu peux pas faire plus Brooklyn. La statue du breaker qui fait écho à celle du skater présent près du Brooklyn Bridge. Je t'emmène à l'intérieur. La skyline de Manhattan pour te dire au revoir. La chronique fraîche, c'est la fraîcheur de New York en direct dans ta télé sur Sport en France. Les reportages d'Emric, bouge pas Emric, on va parler de l'expérience avec toi dans quelques minutes. Il faut que je me tourne vers Amara, le néo-retraité, qui a porté, je pense, un nombre incalculable de baskets dans sa carrière. Est-ce que tu es fan de basket et de sneakers, justement? Malgré moi, moi je suis vraiment un grand fan de sneakers, que ce soit pour du lifestyle ou même pour jouer. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas mal de soucis au niveau de mes pieds, parce que à une certaine période, j'ai changé à chaque match, carrément. Okay. Donc c'était assez problématique. Mais sinon... T'as une paire préférée? T'as une paire préférée? Non, justement, non. Non, tu changes à chaque fois. Je change à chaque fois. Mais sinon, au niveau des chaussures de basket lifestyle, si, bien sûr que oui. La Jordan 1 et la Air Force One sont mes favorites. Ouais. Favorites, ouais. 82 Air Force One, hein, ça fait 40 ans maintenant, le temps passe. Retour avec Emric sur cette expérience, comment tu l'as vécu, en quoi c'est si important aux États-Unis que d'avoir justement une legacy autour de la basket quand on parle de basket? New York, déjà, c'est vraiment un endroit où, comme on dit ici, il faut matcher. Il faut matcher la casquette avec les chaussures, la couleur est importante. On essaye vraiment à Harlem de se différencier là-dessus. D'ailleurs, à New York, dans les 5 boroughs new-yorkais, il va y avoir un style propre à Harlem, un style propre à Brooklyn. Le style propre à Brooklyn, ça va être plus celui de Spike Lee avec les grosses lunettes. Il y a un style propre au Bronx également. Et c'est vrai que la Air Force One, dès son arrivée en 1982, a vraiment été considérée comme la chaussure de Harlem. C'est pour ça que je dis dans le reportage, on la surnomme ici Uptown, parce que Uptown, c'est le nord de Manhattan, là où se trouve le quartier de Harlem. Et la culture de la chaussure, ici aux États-Unis,
en plus, Nike, depuis la création de la Air Jordan et puis l'apparition de la bulle d'air en visible avec Tinker Hatfield sur l'Air Jordan 3, c'est vrai qu'il y a une vraie folie autour de la sneakers. Et plus le Covid a rajouté un entrain incroyable. Et donc, vraiment, aujourd'hui, on s'arrache les Jordan encore plus qu'il y a encore 5 ans. C'est complètement fou ici. Amadoun, on est obligé de te parler quand même du sponsor de bien sûr, Jordan Brand, qui t'accompagne maintenant depuis quelques années. En quoi c'est important que ce sponsor puisse déjà accompagner l'événement, mais surtout, comment t'expliques le fait que Jordan Brand soit une marque aussi universelle, même 20 ans après la retraite de Michael Jordan? En réalité, Jordan Brand, leur intelligence, elle a été de comprendre en fait que leur produit déjà avait une résonance internationale très tôt. C'est-à-dire, et quand Michael Jordan a arrêté de jouer au basket, forcément, il y a eu pas un désengouement, mais c'était comment continuer à faire vivre Brand Jordan tenant. Déjà d'une parce que le joueur déjà est exceptionnel, donc ça permet déjà quand tu as déjà un icône comme lui, forcément ça aide un peu. Voilà, ça aide un peu. Et depuis que maintenant ce sont nous qui designons donc les dernières collections avec le côté afro, et les ventes elles se sont encore en plus envolées quoi. Donc ils nous font confiance, ils nous regardent, et ils disent vous faites maintenant en fait. Tu vois. Et il y a rien de plus agréable d'avoir une relation comme ça avec ton sponsor clairement. Mais de toutes les façons, une chose est sûre, c'est que ils ont compris où est-ce qu'il fallait être, à quel moment il faut être. Et puis, quoi qu'il en soit, tu as vu, quand il y a des vieux schnocks comme nous aussi qui sont toujours en train de parler de Michael Jordan, toi, non? On continue à faire vivre sa legacy. Ça transmet un petit peu la legacy et l'héritage. Et clairement. On parle business, là, Jordan Brand. On va parler social maintenant, Jordan, dans le débat de la semaine. Messieurs, le débat de la semaine va tourner autour de l'aspect un petit peu sociétal et l'aspect business. Business étant les carrières NBA, tout ce qu'on peut faire autour. Et l'aspect sociétal, c'est les prises de position et les convictions que l'on peut avoir en tant qu'être humain quand on exerce dans un environnement professionnel, associatif, ce qu'on veut. Souvent, on peut avoir des velléités qui vont à l'encontre de son employeur. Exactement. Est-ce que dans le basket et dans l'environnement NBA, ces convictions, ces prises de position sont possibles? Et encore une fois, est-ce qu'il est possible de mener une carrière et d'influencer toute une communauté autour de ces convictions? C'est un peu la question que je voudrais qu'on se pose. C'est pas évident, mais on va essayer d'y réfléchir ensemble. Avant d'aller sur le contemporain et donc l'actualité, on peut peut-être avec Aymeric, je sais que tu es féru de ce type de thématique, de resituer un petit peu quels étaient les premiers activistes en NBA. Et moi, j'en vois deux. On va peut-être pas développer plus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais je pense à Bill Russell et Karim Abdul-Jabbar. Est-ce que déjà tu peux situer, pour ceux qui ne connaissent pas ces profils, qui étaient donc des joueurs légendaires bien sûr en NBA, est-ce que tu peux resituer un petit peu, en quelques mots, l'action de Bill Russell et celle de Karim Abdul-Jabbar? Bill Russell et Lou Alcindor, donc Karim Abdul-Jabbar avant qu'il se convertisse à l'islam, ont été vraiment dans les années 60 des leaders sur le parquet, mais également dans la société. Il faut remettre dans le contexte historique que la ségrégation aux États-Unis se termine en 1964, et que les Celtics commencent à jouer avec Bill Russell en 1957. Donc tu imagines que Bill Russell, à cette époque-là, il a déjà gagné 4 titres NBA, et il va refuser, son premier geste en fait, c'était de refuser en 1961 un match d'exhibition contre les Hawks à Saint-Louis. C'était en Kentucky, puisque les joueurs n'avaient pas pu aller au restaurant de l'hôtel. Et donc, Bill Russell avait dit non, moi je ne jouerai pas le match. Et il avait donc réussi à amener dans son sillage 4 de ses coéquipiers noirs et même 2 des coéquipiers de l'équipe d'en face. Donc, c'est une époque quand même où Bill Russell était donc avant la fin de la ségrégation. Il avait déjà gagné 4 titres sur les 11 qu'il gagnera. Donc, t'imagines, il était vraiment au sommet de sa carrière. Et à cette époque-là, c'est vraiment un moment important dans l'histoire américaine et vraiment dans le sport US. Je dirais qu'il y a bien évidemment Jackie Robinson au baseball, mais l'héritier de Jackie Robinson, ça reste Bill Russell aux États-Unis. Karim Abdul-Jabbar, lui, va plutôt être quelqu'un qui va boycotter les JO en 68, à la différence de Tommy Smith et Ron Carlos qui avaient levé le poing en l'air sur la victoire du 200 mètres en octobre 68 à Mexico. Mais c'est vrai que Karim Abdul-Jabbar, même s'il a aujourd'hui un titre suprême, c'est-à-dire un award à son nom,
Bill Russell est vraiment celui qui est l'icône dans le basket NBA, dans vraiment transmettre ces informations, cette mission de transmettre cet activisme à une époque où c'était très très dur, quoi. On est avant 64, avant la fin de la ségrégation aux US. J'ai une déclaration pour vous, messieurs. Elle concerne Karim Abdul-Jabbar pour appuyer un petit peu tes propos, Aymeric. Je vous la lis. C'est une chance de faire entendre au monde des voix qui demandent de la justice sociale et de la protection pour les marginalisés. Les patriotes furieux ne comprennent pas les athlètes qui protestent. On n'insulte pas le pays ni ses valeurs. On met l'accent sur ceux qui ne tiennent pas les promesses du pays qu'ils représentent. Voilà un peu les propos de Karim Abdul-Jabbar qui est un activiste reconnu, qui a même un trophée maintenant en NBA qui est décerné aux joueurs en activité. Melvin, je te relance rapidement sur Karim Abdul-Jabbar. Est-ce que tu penses qu'il y a un héritage aujourd'hui et que le flambeau a été repris par des joueurs en activité ou pas? Oui, clairement, ça a été repris. Je pense que c'est vraiment monté en puissance ces dernières années. On peut citer quelques noms, que ce soit Chris Paul, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, même LeBron James, un petit peu. Alors, beaucoup sur les droits civiques, mais aussi sur les violences policières, je dirais même les meurtres que les policiers peuvent commettre aux États-Unis contre la communauté noire, malheureusement. On a ça, et puis après, il y a d'autres joueurs qui sont peut-être pas dans le même niveau, mais un gars comme Steph Curry fait beaucoup d'opérations pour s'assurer que les enfants dans les quartiers défavorisés aient de la nourriture sur leur table. Tu parlais du trophée Karim Abdul-Jabbar, c'est Reggie Bullock de Dallas qui l'a gagné pour tout le travail qu'il a fait par rapport à la communauté LGBTQ aux États-Unis, notamment le droit des transsexuels, parce que sa sœur, qui était transsexuelle, a été assassinée il y a quelques années. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont pris le flambeau de Karim Abdul-Jabbar et de Bill Russell pour continuer cette tradition. Je voudrais qu'on s'arrête sur le cas de Michael Jordan. Question à Amarassi. On a tous vu ici le documentaire The Last Dance qui revient sur les choix de Michael Jordan de s'impliquer ou non sur le plan politique et social. Et on se souvient qu'à une période de sa carrière, on lui avait demandé de se positionner pour l'élection d'un démocrate, Harvey Kent ou non, et que Jordan avait répondu par la déclaration suivante, les républicains achète également mes chaussures. Donc clairement, il n'avait pas souhaité prendre position et il était resté plutôt dans une dimension business. On apprend aussi, pour dire les choses très clairement, que c'était plutôt une private joke qui était un petit peu sortie et qui avait un peu posé problème. Donc je ne pense pas que ce soit les intentions de Jordan. Est-ce que Michael Jordan, si fort et si charismatique qu'on connaît, avec le recul de la carrière que tu as suivie du joueur, n'a pas un peu raté son implication sociale et sociétale aux États-Unis? Bah moi, pour ma part, je n'ai jamais vu d'interview, de vidéo ou de déclaration de Michael Jordan sur des sujets comme ceux dont tu viens de parler. Tu penses qu'il aurait pu Après, à l'époque bon, peut-être que c'était un peu plus compliqué, même si c'était Michael Jordan. Il faut dire que c'était la première grosse star du basket mondial. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que j'ai jamais entendu Michael Jordan parler de politique ou de défense des Noirs, etc. J'ai jamais entendu. Mais à la différence d'un LeBron James, qui n'hésite pas à prendre position et à défendre les droits des Noirs aux États-Unis, notamment quand il y a des abus et des violences policières. Pour aller dans ton sens, Michael Jordan déclarait dans le documentaire The Last Dance, « Je ne me suis jamais considéré comme un activiste, je me considérais comme un basketteur, je n'étais pas un politicien. Quand je pratiquais mon sport, je me concentrais sur mon métier. Est-ce égoïste? Probablement, mais c'est là où était mon énergie. » Amadoun. Moi, je suis carrément à l'opposé de la pensée de tout le monde, en fait. C'est que, et pas parce que c'est Michael Jordan ou parce que oui, c'est mon partenaire, non, sinon je ne me serais pas exprimé. Ce que je vais dire là maintenant, c'est que je pense que, tu sais, à chaque période, il y a des icônes. À chaque période, il y a un combat. Michael Jordan, il fait partie des Noirs qui ont fait rayonner les Noirs par son aura,
par rapport à ce qu'il a fait sportivement. T'as compris, non? Les gens oublient souvent que, en fait, le regard d'un blanc raciste, ou même par rapport à travers le sport, tu comprends, non? Change. Parce qu'il devient fan de quelqu'un et forcément, il ne voit plus même la personne de race noire de la même façon. Jordan, déjà, c'est facile de demander à des gars de se positionner politiquement, hein, alors qu'eux-mêmes, des fois, ne savent même pas ce que c'est que la politique. Ce sont des sportifs de haut niveau. Il ne faut pas tout leur demander non plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, pour moi, en fait, son travail, il a été fait de montrer que, ben, ça, c'est nous. Tu as compris, non? Et vous allez être composé avec nous. Je suis le plus grand sportif mondial à ce moment-là. Vous allez être... Et de là, intention ou pas, je suis déjà un icône. Tu as compris, non? Je suis déjà une icône et je travaille pour ma communauté. Ce qui fait que derrière... Ça engendre d'autres choses, du business. Tu as compris, non? Et du respect. Dire qu'il aurait dû crier, oui, arrêtez les flics de tirer sur les Noirs, non, ça n'aurait pas changé grand-chose. Chacun son rôle aussi, peut-être, non? C'est pas son rôle à ce moment-là. Et puis, il faut voir qu'il y a ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment en dessous. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les moyens d'accusation, il n'y a pas la maîtrise de sa propre communication comme les gens peuvent l'avoir aujourd'hui. Bien sûr, LeBron James, aujourd'hui, il se positionne. Mais ça, c'est tout ça après le travail de tous ces gens-là, en fait. Encore une fois, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé avant pour que toi, tu te permettes d'être ce que tu es aujourd'hui. Tout le monde est quelque part à sa part du gâteau à apporter, si je peux dire comme ça. On parle de l'actualité, messieurs, ensemble. Black Lives Matter, c'était il y a encore deux ans à peu près. J'ai une déclaration à vous lire de Jonathan Isaac, l'arrière intérieur des Orlando Magic. Je soutiens absolument Black Lives Matter. J'ai juste senti que me mettre à genoux ou porter un t-shirt n'était pas indispensable pour soutenir ce mouvement. Tout le monde est fait, tout le monde est fait à l'image de Dieu et nous sommes tous loin d'être à la gloire de Dieu. Donc ça, c'est Jonathan Isaac, donc une autre forme aussi de message et d'activisme. On va sur le contemporain avec LeBron James, on en a parlé, Jonathan Isaac maintenant. Kyrie Irving, sur aussi cette gestion un petit peu du Covid chez lui, sa volonté de ne pas justement être vacciné, mais de rester quand même à la disposition de son club, n'a pas permis à ce qu'il puisse participer à la saison de manière global. Est-ce qu'on peut, là je parle encore joueur à Marassi, est-ce qu'on peut aller au bout de ses convictions, les tenir et rester quand même dans un projet collectif qui associe quand même des responsabilités contractuelles ou alors simplement d'être présent et compétent parce que je suis payé pour ça? Est-ce qu'on peut faire les deux? Ça dépend qui on est. Ça dépend qui on est. Là, en l'occurrence, quand on parle de Kyrie Irving, oui, puisque c'est ce qu'il a fait. Et il avait le talent, il a l'aura. C'est pas un petit dans le milieu, donc forcément, le club était obligé de se plier à ça. Je ne suis pas sûr que le 15e homme de son effectif, s'il avait fait la même chose, il serait encore dans l'équipe. C'est même sûr que non. Donc ça dépend qui tu es. Que ce soit dans le basket, dans le business ou dans le milieu artistique ou que sais-je, ça dépend vraiment de la position qu'a l'acteur principal. En fonction de ton statut, tu peux plus ou moins aller loin dans tes convictions et éventuellement les faire passer. Aymeric, une réaction sur cette discussion et on conclura avec toi. Le cas Kyrie Irving, on sait que c'est un joueur que tu apprécies et que tu vois parce que tu es non loin de Brooklyn et de New York. Sa conviction d'être justement non vacciné, d'essayer de rester dans le projet collectif des Nets, est-ce que ça n'a pas perturbé un petit peu l'image de Kyrie et est-ce que ça n'a pas aussi perturbé aussi la saison des Nets? Clairement, ça a perturbé son image, ça a perturbé la saison des Nets. Ici aux États-Unis, c'est vrai que le vaccin a été rapidement politiquement utilisé par les républicains. Donc c'est vrai que beaucoup d'athlètes afro-américains et de la population afro-américaine vont plutôt être orientés démocrates, moins conservateurs, même s'il y a des Noirs qui sont républicains, bien évidemment, aux États-Unis. C'est vrai que ça n'a pas forcément fait plaisir, surtout qu'à New York, 95% de la population est vaccinée. On a été vraiment le centre mondial de l'épidémie et de la pandémie planétaire. Donc imagine que pendant le avril de la pandémie, on était à quasiment 3000 morts par jour. Donc c'était un World Trade Center tous les jours. Donc ça a choqué beaucoup les New-Yorkais. Maintenant, cette décision personnelle de ne pas forcément tomber dans ce
voilà, dans la vaccination. Moi, je n'ai pas trop compris. Maintenant, je respecte la position individuelle de chacun, la liberté de faire ce que l'on a envie, même si parfois, comme on dit ici, on peut penser au greater goods, d'avoir être à l'aise pour tout le monde et penser un petit peu à l'intérêt commun. Kyrie, pour moi, clairement, a eu un problème au niveau de sa public relation. Il y a eu un problème. Mais je pense que, tu vois, même Nike va s'arrêter l'année prochaine avec sa chaussure. C'est pas anodin, tu vois. Donc, ce sera la dernière Kyrie l'année prochaine. Voilà, on est quand même sur Kyrie, sur une fin de carrière. Et il a voulu être un peu le champion de l'anti-vaccination, un peu à la manière de Colin Kaepernick. Mais c'est vrai que Colin Kaepernick avait une cause beaucoup plus noble. Puis Colin Kaepernick ne joue plus en NFL aujourd'hui, hein, donc ça lui a aussi posé problème. Mais c'est vrai que pour remettre ça dans le contexte aussi, après, j'aimerais clôturer quand même sur l'activisme noir aux États-Unis et en NBA. Il faut aussi remettre dans le contexte que la NBA est une ligue à 75% noire, là où la NFL fait pas 60%, là où la Major League Baseball a seulement 10% de joueurs noirs. Il y a 30% des GM qui sont noirs en NBA, 25% de coachs sont noirs. Donc, c'est que ce sont des stats qui sont faibles, mais si on les ramène sur l'échiquier national des sports aux US, c'est les pourcentages les plus élevés dans tous les sports US. Donc, finalement, la fanbase découle aussi de ça. Donc, tu vas avoir une oreille beaucoup plus attentionné à ton égard, donc ton message va passer beaucoup plus facilement, que ce soit le I Can Breathe, le t-shirt de LeBron James quand Eric Garner se fait tuer par la police de New York, ou quand les Bucks décident en pleine bubble d'arrêter un match de playoff parce que Jacob Blake s'est fait shooter par la police du Wisconsin. On va avoir un message relayé par les fans et par les médias parce que la majorité des athlètes sont dans ce cas de figure. Donc c'est vrai que, comme disait Amadoun aussi, chaque époque a son leader, et c'est vrai que si tu vois, j'aime bien parler souvent de Chris Jackson, Mahmoud Abdul-Rauf, qui a refusé lui aussi de se lever pendant l'hymne national. Il était là 20 ans trop tôt, en fait, si tu veux. Donc chaque époque va avoir une façon de parler à son auditoire parce que le monde évolue, et il est important de comprendre que la vie des Noirs compte et que c'est à nous aussi, entre guillemets, et souvent on le dit pas assez, mais c'est vrai que c'est à nous, finalement blancs, de aussi prendre le relais et d'être de vrais alliés, parce que je pense que les Noirs, ils en ont marre de parler du racisme, si tu veux. Tu vois, à un moment, il faut aussi admettre que... C'est une question globale, effectivement, et la NBA a l'air de la prendre au sérieux avec toutes les actions de terrain menées par les joueurs, d'ailleurs. C'est une très bonne chose, et cette nouvelle génération qui essaie aussi de reprendre le flambeau. Okay. Mais on pourra le faire, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. On reviendra, Amara, non ? Avec plaisir. Voilà, c'est ça, non ? On va revenir, nous, il n'y a pas de problème. On va parler d'ailleurs avec vous, messieurs. On va parler tout de suite avec vous dans le TV décalé. C'est parti. Bon, bavard, ces messieurs, mais on est content de les avoir, deux légendes du basket français. Messieurs, interview décalée avec vous. Ouais. On va faire questions courtes, réponses courtes. Je vous fais une interview, qui de vous deux ? Ok. Qui de vous deux ? Qui de vous deux est... etc. Et vous me répondez. Et si on l'est tous les deux, qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas être... bah, tu ne connais pas, toi. Qui de vous deux est le moins ponctuel ? Moi. Pourquoi ? Toujours occupé. Non, parce qu'Amara, il est toujours à l'heure, c'est vrai. Toujours à l'heure ? Ouais. Bon, je dirais pas ça, il est gentil avec moi, là. Non, en tout cas, je veux dire, il est plus ponctuel que moi, c'est vrai. Qui de vous deux est le plus gros trash talker, le plus gros chanteur ? Oh, c'est lui. C'est toi, sans conteste ? Non, en vrai, Amara, on est pareil, hein. Non, toi, c'est trop. Non, parce que, non, franchement, je dirais que ça dépend des moments. Voilà, quand même, parce que, non, mais tous les deux... Je suis pas mal, franchement, je suis pas mal. Voilà. Mais on joue beaucoup ensemble, souvent, donc on aime ça. Il y a deux basketteurs sur le plateau, un pro et puis un joueur, un très fort joueur. Tu l'as déjà vu jouer ? C'est pas assez connu, mais... Tu l'as déjà vu jouer ? J'ai vu jouer, ouais. Il parle beaucoup ou pas ? Je parle, je trash, ça c'est sûr. Qui de vous deux est le plus adroit, messieurs ? Lancez franc. C'est lui. Okay. Il est très adroit, Madouna. Non, je suis adroit, mais c'est lui. Qui de vous deux est le plus gros travailleur ? C'est lui. Bah, enfin, tu veux dire en des termes généraux ? Je pense qu'on est équivalents. Je pense que c'est toi, non, le plus gros travailleur. Non, parce qu'en fait, Amara, quand il parle de travailleur, maintenant j'ai compris ce que veut dire. Moi, dans ma catégorie, j'ai travaillé énormément, mais dans la tienne, moi, je t'ai vu évoluer, je t'ai vu travailler. Non, je n'accepte pas ça. C'est un truc que je pense qu'on partage vraiment. Honnêtement, que tu es un travailleur, je t'ai toujours vu travailler. Il y a plein de gars qui ne veulent pas jouer l'été, toi, tu travaillais les étés entiers. Non. Je pense que dans nos métiers différents... Donc, tu as vu qu'il y a beaucoup de choses Dans la même question, qui de vous deux se lève le plus tôt le matin ? Lui. Avec les enfants, forcément. Et pourtant... Non, il se lève le plus tôt parce que de toute façon, il se couche plus tôt.
Qui de vous deux est le plus mauvais perdant? Oh, c'est lui. Il va dire tous les deux. Ouais, franchement, Mara. Non, aujourd'hui, moi, j'accepte mieux la défaite. Mais toi, tu l'acceptes pas, même à la oups. moi, je suis pro, donc forcément, c'est normal que ça passe beaucoup moins. Okay. Mais lui, quand tu vas jouer à la oups, c'est pour ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui confondent. Il a dit réponse courte. Ah. Bon. Ok, merci. C'est moi. Et vous connaissez, vous, hein? Non, c'est mon frère. C'est pas mon ami, c'est mon petit frère. Exactement. Okay. Voilà. Qui de vous deux est le plus fashion? Moi, j'ai peut-être un début de réponse. Non. Oh, je sais pas, tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, tout ça? Non, tous les deux. Tous les deux? Tous les deux, ouais, chacun dans son style, mais Amara, il aime les trucs de mode. Hein. Ouais. Okay. Ah ouais, non, et tu le vois, il aime les bons jogging, et les bons survêtements. Oh, je pense qu'on est tous dans. C'est aussi ça qui nous rattache tous un peu, en fait. La plus grande bouche entre Jamil Russi et Mokobe, chanteur. La plus grande bouche? Ouais. Mais là, en fait, c'est pareil. Hein. C'est pareil, les deux. En fait, vous avez fait exprès. C'est quoi ces questions là? Bon, ouais. Non, les deux, c'est pareil. C'est pareil? Ouais. Franchement, les deux, c'est pareil. En fait, moi, j'aurais préféré comprendre exactement ce qu'on veut dire grande bouche, en fait. Bah, si. Bon, allez. Mais bon, il a voulu nous envoyer un piège, on ne sait pas. Air Jordan 1 ou Air Jordan 11? 1, 11. Une 11? pour moi. Une. 11? Jordan 1 pour moi. Rapidement, pourquoi une? Parce qu'elle match avec tout. Mais en plus, c'est ce que j'ai au pied, là. Okay. Donc, La 11, parce qu'elle match avec tout, mais surtout, tu peux la mettre en lifestyle et que tu peux la mettre pour jouer. Ok. Voilà. À la Difficile différence de choisir entre les deux, quand même. Hein. Comment? Difficile de choisir entre les deux. Non, j'ai envie de te dire, en vrai, c'est l'engouement qui a été recréé ces dernières années avec la Jordan 1, mais pendant beaucoup d'années. C'est là où je respecte, en fait, le travail qui a été fait autour de la Jordan 1. Il y a beaucoup de gens qui ne regardaient pas la Jordan 1. C'est vrai. Pendant très longtemps. Maintenant, c'est devenu hype de dingue. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, à l'époque, ma préférée, c'était la 5. Il y a la 5, ouais. La 11, la 3, et maintenant, c'est la 1. Bah, tu vois, je veux dire, toi, tu as eu des changements. Moi, la 11, ça a toujours été la 11 pour basket et lifestyle et basket. Et en vrai, pour jouer, la Jordan que je préfère le plus, c'est la 13. C'est vrai qu'elle est pas mal, la 13. C'est du lourd, celle où il est champion, je crois, 98 avec. Exactement. Jordan Brand, on va en parler bien sûr encore un petit peu ensemble, mais on a une dernière rubrique à évoquer. C'est le focus de la semaine. C'est parti. Focus hype, forcément lié aux playoffs. Hein. On n'a pas parlé des playoffs, messieurs, ensemble. On y est en plein. C'est les finales de conférences Est et Ouest. Et on va se focaliser à l'Ouest, et notamment avec Melvin Karsanti. Puisque les Warriors, au moment où on enregistre, hein, peut-être que quand vous verrez le programme, les Warriors seront qualifiés. Mais au moment où on enregistre, c'est 3-0. L'équipe de Steph Curry a l'air d'être en grande forme au plus bon moment de la saison, c'est-à-dire les finales de conférence. On va essayer d'analyser ça avec toi, Melvin. Qu'est-ce qui rend les Warriors aussi forts? Est-ce que tu retrouves cette équipe un petit peu underdog de 2015 qui semblait avoir du potentiel, mais dont on ne pensait pas qu'elle irait quand même aller chercher le titre? On en est loin, bien sûr. On parle de finales de conférence, pas encore les finales NBA, mais est-ce qu'il n'y a pas des similitudes avec cette saison 2015? Alors, non. Pour moi, non, parce qu'en 2015, les Warriors, on ne sait pas qui ils sont. C'est vraiment la surprise qui prend la ligue comme une sorte de tsunami et qui va jusqu'au titre. Cette année, je veux dire, ils sont enfin tous ensemble de retour, mais on sait qui c'est. Je pense que c'est ça leur force. Et je vais revenir sur ce que disait Amadou dans tout début de l'émission, quand il parlait de Steph Curry, quand il parlait il faut savoir d'où on vient. Les Warriors, ils savent exactement d'où ils viennent. Ils savent quel est leur style de jeu. Tout part de Steph Curry. Il y a Draymond Green, forcément. Ils sont extrêmement bien coachés avec Steve Kerr. Ils ont cette expérience, ils savent comment gagner et ils n'essayent pas de changer leur style de jeu. Toute la ligue joue avec beaucoup de pick and roll. Les Warriors, c'est pas ça. Et ils jouent vraiment ce qui fait leur force. Et après, moi, ce qui m'impressionne cette année, c'est qu'il n'y a que 4 joueurs, ou 5 joueurs, si on compte André Iguodala et Kevin Looney et Klay Thompson, qui ont gagné un titre avec les Warriors. Mais ils ont vraiment réussi à construire cette équipe grâce à leur culture, en fait, qu'ils ont depuis des années et des années. Et on voit aujourd'hui que les jeunes joueurs qui n'ont aucune expérience des playoffs, que ce soit Jordan Poole, Andrew Wiggins et ses deuxièmes playoffs, il y a des rookies comme Jonathan Kuminga, comme Moses Moody, tout le monde tire dans le même sens parce qu'on a un Steph Curry, on a un Draymond Green, on a un Steve Kerr qui donne la ligne à suivre. Et moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne cette saison, c'est qu'ils ne devraient pas être à ce niveau-là,
mais grâce à cette culture et à cette philosophie de jeu, ils sont capables d'aller là, on va les retrouver en finale pour la 6e fois en 8 années. On est avec Amarassi, fraîchement retraité des parquets professionnels. Quand on parle des Warriors, c'est une équipe maintenant qui est plus qu'à maturité. Il y a beaucoup de leurs leaders qui ont passé la trentaine et on les voit encore motivés, surmotivés. Toi qui as gagné aussi beaucoup de titres dans ta carrière, est-ce que ça t'impressionne de les voir autant concernés par leur aventure et de les voir également, avec 3 titres NBA pour certains, avoir aussi faim et encore faim pour aller chercher un 4e? C'est très très impressionnant parce que tu dis que les gars ils ont gagné quand même 3 titres. Ensuite il y a eu des blessures, donc forcément l'équipe c'était plus la même. Ils ont rongé leurs freins pendant ce temps-là, et puis là ils reviennent, ils ont les crocs avec le couteau entre les dents forcément, parce que comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc là ils ont vu un petit peu les autres équipes fanfaronner un petit peu, ça leur a servi de motivation. Ça les a piqués un peu. Exactement. Et puis là ils reviennent avec la ferme intention de reconquérir le trône, et ils ont l'air d'être bien partis. Peut-être que quand l'émission sortira, ils seront sortis à 4-3. Ouais, bon, j'espère pas. Non, même si j'adore Luka Doncic, mais je préfère quand même le style de jeu des Warriors. Et ce qu'ils font, c'est très impressionnant. Un mot sur Luka Doncic avec Aymeric. On le voit performer. Hein. Il y a plus de 40 points quasiment à chaque sortie. On a des stats d'ailleurs, c'est 34 points, 5 passes, 7 rebonds, 23 ans. MVP de l'Euroleague, il faut le rappeler, quand même à 18 ans, Luka Doncic. Donc c'est pas n'importe qui. Il a l'air d'être comme dans un poisson dans l'eau du côté des Mavericks. Mais est-ce qu'il n'est pas trop seul, notre ami Luka Doncic? Un mot sur ce prodige-là avec toi, Aymeric. Oui, Luka est clairement un peu seul, je trouve. Ça manque un peu, même si Spencer Dinwiddie apporte un petit peu de jus, ça manque encore quand même même si je trouve quand même les Mavericks assez collectifs, ça joue bien, le ballon circule bien, on reste quand même axé sur un jeu qui est trop Luka Doncic dépendant. Et on peut dire aussi qu'il y a quand même une grosse lacune défensive de sa part, où je trouve que parfois, comme en saison régulière, il ne va pas forcément faire l'effort supplémentaire qui va permettre en play-off de passer un palier. C'est un joueur qui domine, c'est un joueur qui, dès qu'il est arrivé dans la ligue, il a toujours été adulé par la foule. J'ai eu la chance de l'approcher. C'est vrai qu'il y avait la Luka Mania directe dès sa rookie season. Aujourd'hui, ici, il a sa première signature shoe depuis avec Jordan Brand. Donc tous les voyants sont au vert pour lui. Maintenant, attention de ne pas croire qu'on est de suite un Hall of Famer quand on a juste 23 ans. Il va falloir qu'il se remette un peu en question, peut-être lâcher un peu la hookah, la chicha, faire attention à son surpoids. Moi, je trouve que Luka Doncic, comme le disait Skip Bayless aux États-Unis, Luka, maintenant il appelle Luka Doncic sans le D, parce qu'il y a no D avec Luka Doncic, tu vois. Donc il appelle Luka Doncic. Donc voilà, faut faire attention. J'aime beaucoup Luka. Je trouve qu'il a fermé beaucoup de bouches, mais j'aimerais pas qu'il finisse en James Harden, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui pourrait lui porter préjudice, je trouve. Un mot avec Amadoun, Luka Doncic au P54, c'est possible ou pas? Écoute, qui Dieu le sait. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Bon, on va suivre ça dans quelques jours. On rappelle les dates, 8, 9, 10 juillet. 8, 9, 10 juillet à Paris. Vous fouillez là où vous entendrez du son et vous verrez des ballons un petit peu partout. C'est Quai 54. On a déjà fini cette émission, messieurs. Le temps passe vite. On va remercier une légende du basket français, Amarassi, qui vient d'arrêter sa carrière. Exactement. Tout simplement. Quelle est la suite pour toi, Amara? La suite, comme j'ai dit, je vais rester dans le monde du basket français, mais je serai plus sur les parquets. Okay. Je serai plus dans les coulisses. Ok. Coach, dirigeant, on sait que tu as des fonctions. On est en train de travailler sur la fiche de poste là. D'accord, ok. Jubilé au Quai 54, on en parlait là, le Quai 54 avec Amadoun. Est-ce qu'on peut te voir une dernière fois porter l'uniforme? Seul Dieu le sait. Bon. Voilà, seul Dieu le sait. On va guetter ça. On va remercier aussi Amadoun Sidibé qui nous prépare du lourd pour le début juillet. Retardez vos vacances s'il vous plaît, il faut rester encore à Paris pour assister à cet événement qui est un événement planétaire. Hein. C'est suivi un peu partout
aux États-Unis, en Afrique, en Asie, sans problème. Melvin qui commence sa journée du côté de San Francisco, on va te remercier également. Et puis on reviendra vers toi très rapidement pour parler des Warriors. Merci à Aymeric, c'était sa première. Ça s'est bien passé, Aymeric? Tout va bien? Merci beaucoup, merci pour votre invitation à tous, c'était cool. Yes, et ben à bientôt pour tes sujets toujours aussi intéressants. On va remercier Lucien en régie qui a préparé cette émission, les équipes techniques de Sport en France, la rediff de l'émission sur YouTube et sur sportenfrance.com. Et vous aurez aussi un audio pour écouter tout ça dans les transports. N'hésitez pas aussi à nous donner un petit peu vos avis sur les réseaux sociaux. On discutera bien sûr avec vous de Hype NBA. On remercie encore tout le monde et on vous souhaite une bonne semaine. Ciao, bye.